Le son de BTS, le groupe de K-pop le plus connu au monde et symbole de l'Aka-culture, c'est là-dessus que démarre le documentaire de notre invité, ça s'appelle Séoul, la fabrique du cool, diffusé demain soir, mardi 3 octobre sur TMC, bande-annonce. On est à Séoul, aujourd'hui les fans sont venus du monde entier pour participer à la fête. La Corée est arrivée à se vendre comme le pays où tout se passe. K-pop, K-drama, K-food, K-fashion, la Hallyu, la vague en coréen, n'en finit plus de déferler sur la planète. Aujourd'hui, on peut parler de Korean Dream. Il y a une aura qui attire les gens du monde entier. Pour ce nouveau numéro, je vous emmène à Séoul, capitale mondiale du cool. C'est l'endroit où tout le monde veut aller en fait. J'adore. Bonjour Martin Weil. Bonjour. Bienvenue dans Réseau. Merci. Donc tu parles de l'Hallyu dans ce reportage, la vague de contenu culturel et de divertissement qui s'abat sur la planète depuis quelques années. Visiblement, beaucoup de gens adorent la K-pop, la K-fashion, la K-food. C'est ce qu'on appelle les piliers du soft power sud-coréen, et c'est un marché qui pesait 11 milliards de dollars l'an dernier. Martin, est-ce que le rêve sud-coréen serait pas devenu le nouveau rêve américain ? Alors c'est ce que beaucoup de gens nous disent. On parlait beaucoup d'American Dream. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Korean Dream ? En tout cas, ce qui est sûr, comme vous le disiez, c'est qu'il y a une volonté, de la part du gouvernement d'ailleurs, d'installer une influence culturelle qui dépasse de très loin les frontières du pays et qui se répand à travers la planète. Et quand vous dites Korean Dream, oui, parce que nous, on a rencontré beaucoup de gens, et notamment des étrangers, pas mal de Français, qui vont là-bas, un petit peu comme certains débarquaient avant à Hollywood, dans l'espoir de devenir une star de cinéma. Aujourd'hui, beaucoup vont à Séoul. Alors, le reportage apporte plein de sujets, tu le dis, tu rencontres des gens, ça part de chirurgie esthétique, et si on t'a invité ici dans Réseau, c'est parce que justement, c'est dans le secteur des nouvelles technologies et d'Internet et sur les réseaux sociaux que la Corée a fait son offensive et fait la différence. Dans le reportage, d'ailleurs, on a l'impression que Séoul, c'est la fabrique du cool, mais c'est surtout une capitale faite de rues qui clignotent, ça fait un peu aseptisé. T'as pas l'impression de te promener dans la première ville au monde conçue pour être un décor Instagram ? Alors il y a un peu ça, c'est vrai, on se balade avec Moon qui est une rappeuse et qui en fait nous fait découvrir un petit peu son Séoul. Comme pas mal de gens là-bas, elle a commencé à être connue en faisant des contenus sur Séoul, sur la Corée. C'est des contenus qui marchent énormément et c'est vrai qu'on a parfois un peu l'impression d'être dans une forme de Disneyland, c'est-à-dire qu'on va dans un photomaton, mais c'est pas juste un photomaton, c'est le photomaton XXL où on peut avoir toutes les tenues qu'on veut. Juste en face, il y a une salle d'arcade, donc on y va, ça coûte pas cher. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'elle nous explique, c'est que tous ces endroits sont faits pour décompresser. Parce qu'on est dans une société qui est excessivement stressante. Et du coup, on a, comme vous le disiez, ces néons qui clignotent, tous ces endroits où on peut aller s'amuser et qui sont excessivement populaires. Et ça en fait une ville excessivement instagrammable. Oui, et c'est une espèce de paradis pour influenceurs. Tu parles de Moon, là, qui, oui, tu le dis, elle est rappeuse, elle est tiktokeuse aussi. Ouais. Elle est produite par Watibé, le label de Section d'Assaut, tout à fait, elle est installée là-bas. Et elle dit, comme tu le disais, que sur les réseaux, en quelque sorte, avec tout ça, les influenceurs font de la publicité gratuite. Mais est-ce que parfois cette publicité, elle n'est pas quelque part... Il n'y en a pas des influenceurs qui sont payés par l'État sud-coréen pour faire la promo de l'État sud-coréen ? Alors de ce qu'elle nous en dit, non. Ça fait, comme vous le dites, de la publicité gratuite en fait. Beaucoup de gens voient ça comme une sorte de cercle vertueux. C'est tout bénef pour le gouvernement, parce que ça fait des gens qui parlent du pays. C'est tout bénef aussi pour les influenceurs. Elle, par exemple, nous dit qu'elle a remarqué que quand elle parle de Corée sur ses contenus, ça marche. Ça marche mieux que quand elle parle d'autre chose. Après, tous les influenceurs, que ce soit elle ou que ce soit d'autres d'ailleurs, ne vivent pas non plus dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que pas mal de leurs contenus peuvent aussi être assez critiques sur d'autres aspects de la société coréenne qui sautent pas forcément aux yeux quand on arrive là-bas, mais dont on se rend compte quand on y vit. Et c'est ce qu'elle fait comme d'autres d'ailleurs. Par exemple ? Elle parle des relations hommes-femmes, elle en parle d'ailleurs aussi dans ses raps, on en a parlé de l'ultra-compétitivité. Je pense que quand les gens, beaucoup de gens je pense, arrivent là-bas avec, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit les films, quand on voit les K-dramas, on a une image comme ça un petit peu ouatée du pays. Je pense que quand les gens y vivent plusieurs mois, plusieurs années, ils développent aussi une forme de critique. Alors ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mais ils développent un sentiment plus critique. Et ce qu'on nous disait notamment Evans, un autre jeune homme qu'on a suivi, c'est que ces contenus-là sont aussi beaucoup regardés. Ouais, d'ailleurs, vous pourrez le voir, vous qui nous écoutez dans le documentaire demain soir, mais il y a une grosse partie sur le fait que la Corée du Sud, c'est un pays qui est extrêmement anti-féministe. Donc il y a cette partie qui est assez sombre dans les aspects de la Corée du Sud. Et tu dis c'est tout bénef et c'est voulu par l'État coréen. À quel point
l'État coréen est investi et à part donc ces quelques petits lieux comme on voit, tu parlais des photomatons, je crois que ça s'appelle les photosignatures, où il y a des stations de maquillage, des stations de tout, des trucs pour faire des photos cool à mettre sur les réseaux. À quel point est-ce que l'État coréen est investi dans cette mission de jouer sur les réseaux sociaux ? Alors, le gouvernement coréen subventionne l'industrie culturelle coréenne. Ça, tout le monde le sait. Par exemple, sur le cinéma ou sur le K-drama, c'est un des rares pays qui a un système un petit peu comme le nôtre, qui subventionne autant que le CNC peut le faire. Donc des fonds publics qui viennent pour financer les films. On y était, nous, pour les 10 ans du groupe BTS, donc, qui est vraiment le groupe, si vous voulez, qui a un petit peu popularisé la K-pop à travers le monde. Il y a eu des cérémonies absolument hallucinantes. Les tours de la ville étaient aux couleurs, donc c'est le violet de BTS. On était, nous, donc, dans une de ces journées, c'était le dernier jour, il me semble, avec un grand feu d'artifice, tout ça financé par des deniers publics. Il y a une réelle volonté du gouvernement de s'exporter. Je pense qu'ils ont vu que ça marchait. C'est intéressant pour eux économiquement, c'est intéressant aussi pour eux culturellement, parce que ça place ce petit pays, comme vous l'avez dit, sur la carte du monde. Oui, excuse-moi Tazio. Je voulais poser une question par rapport à ça, c'est que tu le dis que du coup la culture coréenne elle s'est exportée. Ouais. Et je me demandais en fait quel regard ils portent aujourd'hui les Coréens sur l'intérêt que les étrangers ils ont par rapport à leur propre culture. Je sais que nous par exemple tu vois en France on a un peu du mal, tu vois, genre quand quelqu'un arrive à Paris il dit les Français les croissants, le romantisme, bon écoute voilà c'est pas vraiment ça. Et même des gens qui parlent de fétichisation des Coréens aujourd'hui qui est très forte. Qu'est-ce que tu as constaté eux, de ce regard là qu'ils ont? Alors je peux te dire ce que m'ont dit les gens que j'ai interviewés. Ça veut pas forcément dire que tous les Coréens, etc. Mais beaucoup en fait nous ont dit qu'ils en étaient excessivement fiers. Il y a un vrai sentiment de fierté. Il y a un élan patriotique. Je pense qu'il s'explique aussi parce que c'est un pays qui a une histoire qui a été très compliquée. La culture coréenne a vraiment failli disparaître. Donc eux voient ça comme quelque chose de très très positif et aussi d'assez étonnant. Le festival BTS dont je parlais où on était, je crois qu'il y avait 400 000 personnes, dont 120 000 étrangers. On a discuté nous avec des Coréens qui étaient là. On pensait pas qu'il y aurait autant de gens qui viendraient ici. Autre chose aussi qu'on m'a pas mal dit, c'est que eux s'en rendent pas forcément non plus totalement compte, parce que eux vivent en Corée. Donc si vous voulez, ils se rendent pas compte que je sais pas, aux États-Unis par exemple ou en France, il y a un engouement, il y a un tel engouement autour de la Corée. Puis en plus il y a une barrière de la langue énorme entre les différents pays parce que mine de rien la Corée, je suis pas sûr que l'anglais soit une langue qui soit super parlée là-bas. Plus qu'au Japon. Plus que Japon. De ce que j'ai vu, moi, il y a quand même un bon niveau d'anglais. D'accord. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que beaucoup des gens qu'on a croisés là-bas et qui eux ne sont pas coréens ont appris la langue. C'est le cas de Moon par exemple. Oui, c'est assez bluffant. Elle a appris toute seule en regardant. En 2 ans, je crois en 2 ans à peu près. Elle nous dit en 2 ans, en regardant des K-dramas, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Elle a un coréen. Bon, moi je le parle pas, mais visiblement qui est absolument parfait. C'est une langue qui est moins difficile à apprendre, semble-t-il, que le japonais ou le chinois, par exemple. D'accord. Juste, moi j'ai une question, parce que quand tu dis tout est financé par l'État et ça fait partie de la stratégie, c'est un peu comme si on apprenait qu'à l'époque, Hélène et les garçons, Premier baiser, toutes ces séries étaient financées par l'État français. Comment est-ce que, dedans, est-ce qu'on voit qu'ils véhiculent des messages, ils font des placements, ils essayent de mettre... comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que tu as pu voir des choses qui sont... genre BTS, si c'est un groupe d'État, est-ce qu'il y a des moments où ils font passer des messages politiques donc sans qu'on s'en rende compte? Si c'est passé sans qu'on s'en rende compte, peut-être que du coup je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai, je suis très con ce que dire. Non, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une volonté ourdie? Est-ce que c'est bon pour les uns, bon pour les autres? Je sais pas. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que quand un groupe comme BTS est reçu par Joe Biden, forcément c'est pas mal pour un gouvernement qui souhaite justement étendre son soft power et son influence culturelle. À quel point est-ce que c'est travaillé en sous-main? Ça je ne sais pas. Donc on veut placer donc la Corée sur la carte suite à une période de crise, tout ça. Évidemment la Corée derrière, c'est pas seulement du K-drama, c'est d'électronique, c'est des Tout à fait. C'est une économie qui est basée sur la technologie. Samsung d'ailleurs est un groupe sud-coréen. Et Samsung, Hyundai, LG, tout exactement. Et c'est un miracle économique d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs,
rapport à la technologie assez intéressant. On le voit dans ton reportage. Le métaverse, l'intelligence artificielle, contrairement à ici, là-bas, j'ai l'impression que ça ne fait peur à personne. Les influenceurs virtuels sont légion. Est-ce que personne ne s'inquiète de ça ? Et ça, c'est vrai que c'est assez hallucinant. On a tourné une séquence en fait avec ils créent des groupes de K-pop complètement virtuels. C'est marrant parce que on fait le reportage, il y a un jeune ingénieur français qui bosse là-bas, donc il nous montre tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est l'idole ultime, si vous voulez, parce qu'il n'y a aucun risque de burn-out. Si l'idole vieillit, c'est pas grave, parce que du coup, vu que c'est quelqu'un de numérique, on le verra pas. Ça permet de développer des partenariats avec des marques tout le temps, c'est-à-dire que votre idole virtuelle, elle peut être à Miami en train de faire du skateboard pour un placement de produit pour une marque. Le soir, elle peut faire un placement de produit pour une autre marque à Tokyo ou même dans un vaisseau spatial, bref. Pourquoi pas ? Et donc l'ingénieur français qui nous montre tout ça, parce que technologiquement c'est hyper abouti, on lui demande mais c'est génial ou c'est flippant, et il dit c'est complètement flippant. lui voit ça avec un regard français, et en gros ce qu'on nous explique c'est que ils ont une culture assez différente de la nôtre là-dessus, c'est-à-dire que on va développer technologiquement et on va se poser la question de l'éthique après. Ce qui pour nous est un petit peu un non-sens, on préfère faire les choses dans l'autre sens. Là-bas c'est comme ça, ça veut pas dire qu'il n'y a aucun intérêt pour l'éthique, ça veut juste dire qu'on verra ça après. Mais c'est vrai que moi je vous avoue, ça m'a à la fois bluffé. Tu m'étonnes. Et en même temps, c'est un peu inquiétant, non ? Mais cet ingénieur français à qui t'as parlé, qui dit que c'est flippant, est-ce qu'il s'est pas dit aussi que c'était une suite logique ? Parce que quand on regarde un peu les groupes de K-pop actuels, avec de vrais humains pour le coup, ils sont pas créés par intelligence artificielle, mais tout ça c'est très robotisé. On va en parler après la pause, après le morceau des camps en quelque sorte, des apprentis qui sont formés pour devenir boys band ou girls band. On a l'impression que tout ça c'est assez robotisé, que c'était un peu une vision de l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle, quoi. À fond, vous touchez sur une des grandes clés, je pense, pour comprendre la Corée, c'est l'ultra-compétitivité faite reine. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Il y a un peu cette idée, vous savez, aux États-Unis, de si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu rates, c'est de ta faute. L'impression qu'on a eu nous là-bas, encore une fois, sans être à titre personnel expert, c'est que c'est la même chose, mais x10. L'ultra-compétitivité est reine. Et du coup, c'est peut-être pas étonnant. On attend tellement des idoles. Il y a d'ailleurs énormément de scandales. C'est des gens qui ont des plannings, si vous voulez, et un volume de travail qui est tout bonnement hallucinant. Mais c'est pas étonnant que pour eux, l'étape d'après, ce soit de se dire les humains vont avoir des failles, parce qu'un humain, ça peut être fatigué, un humain, ça peut être déprimé, un humain, ça peut dire une connerie. Est-ce que l'idéal, ce serait pas de s'en passer totalement et de créer des artistes numériques ? Et d'ailleurs, je peux me permettre d'ajouter, on a eu, nous, l'opportunité de voir le documentaire avant. Quand j'ai vu les images des groupes artificiels, j'ai cru que c'était des vrais. Mais ouais. J'ai cru que c'était des vrais. Et en plus, il y a une telle importance en Corée sur l'apparence. Il y a des filtres partout, tout le temps, qu'il y a un moment, vraiment, j'ai fait c'est des. C'est vrai. Et en fait, ça n'existe pas. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que l'ingénieur nous expliquait que donc, tout est fabriqué, si vous voulez, artificiellement. Ils incorporent des défauts dans les chorégraphies de leurs danseurs virtuels pour que ça fasse humain. Mais oui, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'en fait, quand c'est trop parfait, ça perd totalement un côté humain. Martin Weil. Séoul, la fabrique du cool est diffusée demain soir sur TMC. Dedans, on voit que les valeurs véhiculées sont être beau, avoir une peau très blanche, passer par la case chirurgie esthétique si c'est nécessaire pour ça. Savoir parler anglais aussi, on l'entend avec les Blackpink. Finalement, pour exister et imposer sa culture sur la scène internationale via les réseaux sociaux notamment, la Corée du Sud se calque quelque part sur des critères ultra-occidentaux, non ? Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. En fait, je pense qu'il y a une uniformation en fait et une standardisation des critères de beauté, comme vous l'avez dit. Il y a aussi une volonté de percer à l'international et de continuer à percer à l'international. Je ne sais pas si c'est le cas pour les physiques, c'est probablement le cas. Ce qui est certain, comme vous le disiez, c'est que pour qu'une idole soit complète, on veut qu'elle parle anglais. Et à défaut de parler anglais, on lui demande d'être capable de chanter en anglais et de singer. On a une séquence comme ça avec un jeune. Et son prof, qui lui, pour le coup, parle plutôt pas mal anglais, lui dit copie à l'identique et regarde les lèvres et reproduis-moi en fait les sons de manière phonétique. Mais d'ailleurs, elle m'a un peu choquée cette séquence, parce que je me suis dit, mais il lui apprend pas du tout à chanter. Finalement, c'est pas ça qui est important, c'est pas le talent, c'est vraiment de performer à longueur de temps, quoi. Exactement, de performer.
comme vous le disiez, il y a une forme de standardisation. Il y a une autre séquence qui est assez intéressante où, en gros, on dit aux jeunes, nous, on pose la question, mais... Oui, c'est une directrice de casting qui fait passer des auditions de mannequins. Exactement. Énormément de gens qui souhaitent le devenir, très peu d'élus. Donc, question toute bête, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait la différence ? Et la directrice de casting nous regarde en disant, mais il faut surtout pas faire la différence. Ce qui semble un petit peu dingue, surtout dans des milieux artistiques où, par exemple, chez nous, on a cette idée de l'artiste qui va être différent, sur lequel on va énormément travailler sa personnalité. Là-bas, non. Mais du coup, est-ce que ça crée pas aussi une sorte d'uniformisation des propositions artistiques là-bas ? Tu vois, genre, est-ce que ça se ressemble pas un peu forcément, du coup, toute la direction artistique de tous les projets ? Moi, je laisse chacun juge. Ce qui est certain, effectivement, c'est que oui, on peut constater une uniformisation. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est que je pense un des grands tours de force de la K-pop, ça a été d'être capable d'agréger tout ce qui marche un petit peu partout, si vous voulez, et d'en faire des méga tubes. Et là-dessus, ils sont excellents. Et si vous regardez des groupes comme BTS, où on peut voir en fait les évolutions et ce qui marchait à peu près à l'époque, en fonction du moment où le son sort. On va avoir même des samples qui peuvent vraiment ressembler à des tubes occidentaux qu'on a entendus ailleurs et qui vont être récupérés, utilisés, améliorés. C'est vrai que c'est très intéressant ça. C'est vrai, on se demande, est-ce que l'art a sa place comme accomplissement personnel dans cette société ? Parce que finalement, c'est utilisé vraiment pour diffuser à balle la culture sud-coréenne. C'est industriel, quoi. C'est encore complètement... plus, tu vois, genre dans le documentaire, on parle même d'athlètes quasiment. C'est même plus des artistes, c'est des athlètes en fait. C'est autre chose. L'emploi du temps, je mets quiconque au défi là dans le studio, d'avoir une journée comme celle d'un idol. Enfin, c'est le boulot qui est exigé et juste, c'est monstrueux. Ouais, vas-y, Laurence. Non, mais d'ailleurs, il travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7, c'est assez incroyable. Et sous couvert, pas sous couvert, mais en tout cas, avec cette espèce de sentiment que la Corée, c'est génial, c'est une espèce de vue, c'est ouvert, on a l'impression que tout le monde peut y aller. C'est génial, venez. Mais est-ce que, en même temps, travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7, rentrer dans le moule, ne pas dépasser, est-ce que c'est pas une version bubblegum d'un conservatisme absolu ? Si, bien sûr, mais d'ailleurs, il y a un mal-être qui est très profond chez beaucoup de Sud-Coréens. Il y a des taux de suicide qui sont très élevés. Énormément de gens parlent de cette ultra-compétitivité qui rend de fait les gens assez malheureux. Vous savez, quand on vous dit, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu réussis pas, c'est parce que t'as pas travaillé assez. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Et là, on parle de l'industrie culturelle, mais c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les étages de la société. Les étudiants coréens sont excessivement stressés. Au boulot, les gens sont aussi stressés. Il y a une deuxième partie dans votre question aussi, c'est cette image peut-être qu'on peut avoir très moderne à travers les contenus qu'on voit tous. La société coréenne est bien plus conservatrice que ce qu'on ne peut en voir nous quand on regarde un K-drama ou quand on écoute de la K-pop, c'est une évidence. Mais d'ailleurs, quand on regarde un peu les succès ciné qui s'exportent à l'international, on constate comme avec Parasite ou Squid Game que c'est des succès en fait qui mine de rien dépeignent une vision très négative de la Corée. Mais du coup, est-ce que eux-mêmes ils en ont conscience ? Est-ce qu'ils arrivent à faire leur propre autocritique ou c'est juste des succès qui marchent à l'international ? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux types de production. Vous allez avoir ce qu'on appelle les K-dramas, qui sont un petit peu plus des histoires à l'eau de rose, qui n'abordent pas ces sujets, qui sont des trucs très feel-good. Du plus belle la vie. Classique. Exactement, mais vous avez raison, les très gros succès, notamment à l'international, sont des satires sociales en fait, de la société coréenne. Parasite en est un excellent exemple, Squid Game aussi évidemment. Ça dépend des gens avec qui vous discutez. Les gens qui ont, on va dire la vingtaine, la trentaine, ont conscience de ça. Il y a pas mal de gens, nous, et notamment quand on était là-bas, qui nous disaient « J'espère que vous allez aussi montrer en fait un petit peu tous les travers derrière ce côté très léché, très, très bonbon, que vous allez montrer qu'en fait, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, c'est pas mon rôle de dire si ça va ou si ça va pas, mais en tout cas expliquer ce qui va mal. Cette ultra-compétitivité et aussi, oui, une forme de conservatisme assez poussé sur des valeurs. Les relations hommes-femmes, par exemple, ou les droits de la communauté LGBT. D'ailleurs, est-ce que vous aviez la possibilité de montrer ce qui n'allait pas ? Parce qu'on voit typiquement dans les camps où il y a les trainees, les apprentis, on voit un peu de cours de chant, un peu de cours de théâtre, de mannequinat, mais en vrai, on ne voit pas forcément l'étendue. On a beaucoup entendu parler de gens qui font des malaises vagos, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour des autorisations
son. Est-ce que vous avez réussi à filmer tout ce que vous vouliez filmer? On a eu de bons accès, Ok. pour être franc, sachant que c'est des endroits où c'est parfois difficile de rentrer. On tourne notamment à Esteem, qui est une des grosses agences, un des Big Four comme on dit là-bas. Ils nous ont ouvert les portes. Alors, personne n'a fait de malaise vagal pendant qu'on était là-bas, mais on a vu nous des choses, si vous voulez, qu'ils ont tout à fait accepté de nous montrer et qui avec nos yeux, après il faut faire évidemment attention à l'ethnocentrisme aussi, vous savez, cette idée de regarder avec des lunettes occidentales des pays qui ne le sont pas, mais on a vu nous des choses, bon, voilà, porte ouverte, donc des choses qu'ils étaient prêts à nous montrer, qui sont étonnantes. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais cette scène avec la directrice de l'agence qui accueille des mannequins et qui a des propos mais excessivement cash sur leur physique, sur ce qui ne va pas. Nous, quand on regarde ça, forcément, on se dit, mais la pauvre jeune fille, elle va rentrer chez elle un peu démolie, quoi. On se demande quand même où sont leurs parents à tous ces enfants dans les camps. Mais souvent, ils les poussent, ils les soutiennent, parce que ça coûte très cher. Il y a un des jeunes qu'on suit, John, il appelle son père avant l'audition. Il a préparé pendant des mois une danse et une chanson de rap. Il se dit, ok, au moment de passer, on lui dit, en fait, il n'y a pas le temps, tu dois choisir un des deux. Il se dit, ok, je vais faire le rap, je vais me différencier. La première personne qu'il appelle, c'est son père. Exact. Son père lui dit non, tu joues la sécurité, il fait sa danse, il n'est pas pris. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu précises, vous précisez l'équipe que son père, enfin ses parents mettent des milliers d'euros, enfin la monnaie en Corée du Sud pour sa formation, pour financer sa formation. Tout à fait. C'est assez dingue. Et alors, donc ton documentaire, La Fabrique du Cool, diffusé demain donc qui se passe à Séoul et la culture coréenne. Moi j'ai envie de te poser une dernière question, c'est après avoir passé du temps là-bas, est-ce que toi tu as le sentiment que c'est une bulle, quelque chose qui va forcément exploser un jour parce qu'il y a une trop grande différence entre la réalité et le côté qu'on voit sur les réseaux, ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui peut durer? C'est ce qu'on a demandé aux différents experts qu'on interviewe dans le doc. Tous nous disent, on voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Une hype, c'est un phénomène, un pic si vous voulez, et qui ensuite redescend. Là, la vague coréenne, on a l'impression qu'elle ne fait que grimper. Je pense que ce phénomène-là, ce phénomène culturel va continuer. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de questions sociales et sociétales qui sont en train de se poser en Corée en ce moment et qui vont probablement changer. Peut-être pour le mieux d'ailleurs, parce que cette ultra-compétitivité, est-ce que c'est vraiment uniquement grâce à ça que les productions marchent? Peut-être pas. Donc on va peut-être arriver à une forme de stabilisation entre une société qui traite peut-être un tout petit peu mieux les gens et en même temps avoir des productions culturelles qui continuent de marcher, quoi. En tout cas, pour l'instant, ma cousine de 13 ans et ses copines du collège, elles ne jurent que par ça. Par la Corée du Sud, elles regardent TikTok toute la journée et toutes ces vidéos de K-pop, de K-food et elles sont à fond. Et elles ont pour objectif de partir là-bas. Avant, c'était on part aux États-Unis, on va à New York. Maintenant, on va à Séoul. Exactement. Il y a eu le Canada aussi un moment. Il y a eu le Canada un moment qui est toujours d'ailleurs. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est la Corée. Parce qu'on nous dit, je crois que c'est le pays le plus demandé pour les étudiants français notamment. Bien, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Du lundi au vendredi. Un petit jingle quand même. Guéran, Laurence et Tazio. Important le jingle parce que c'est là où on boit de l'eau. On boit de l'eau pendant le jingle. Effectivement. D'ailleurs. Tout le monde est hydraté. Voilà, là on le sent, l'hydratation. Il a repéré, Martin, des contenus en sous-marin sur les réseaux. C'est le radar de Tazio. Je vais te présenter quelques petits contenus que j'ai trouvés sur internet et je vais poser des questions à ce sujet et tu vas y réagir. Alors, le premier extrait, c'est une vidéo qui est tirée du média MGG, qui est un média qui parle de jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Dans la K-pop, tout le pouvoir est donné aux fans. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut même illustrer ce phénomène avec le nom d'un fandom que vous connaissez très bien, les ARMY. Ce côté armé, c'est vrai que ça montre une sorte d'engagement, quelque chose de très fort. Alors, c'était un autre extrait. On t'a pas balancé le bon son. On m'a pas balancé le bon son, mais c'est pas grave, je vais quand même te poser cette question. Ouais. Du coup, ça, c'était la chaîne YouTube Very French Trip. En fait, quand on pense K-pop sur Internet, on pense beaucoup à l'engagement qui est ultra important des fans et qui est même parfois qualifié de toxique pour certains, qui ont des comportements parfois un petit peu à cran. Comment est-ce qu'on peut expliquer en fait cet extrême engagement en fait de la part des communautés, des artistes ? Et moi j'ai discuté avec des fans justement qui étaient là pour l'anniversaire de BTS et beaucoup nous ont dit qu'en fait au-delà de la musique, les idoles passent énormément de temps à créer un contact via les réseaux, ils se montrent beaucoup et surtout ils partagent des messages très positifs. Et moi il y a beaucoup de gens que j'ai vus là-bas et qui m'ont dit ils ont transformé ma vie, ils m'ont redonné confiance en moi à un moment où je n'avais pas confiance en moi, donc ça fait vraiment partie si vous voulez du package et
je me base sur ce qu'on m'a dit. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, vraiment, j'étais dans une période très sombre de ma vie. Grâce à ces messages positifs, j'ai réussi à reprendre confiance. Je pense que c'est ça qui établit en fait des communautés aussi fidèles, au-delà même de leur attrait pour la musique ou pour une série ou... Très bien. Ouais, en fait, c'est tout un système de valeurs qui est partagé, qui fait que les gens y adhèrent particulièrement, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Très bien. On a retrouvé le son qui s'était perdu, le son des jeux vidéo. Vas-y, on peut extrait du coup du média MGG. 29 pays différents ont envoyé des joueurs aux Worlds de League of Legends cette année et à la fin, c'est la même. Les chiffres sont complètement déséquilibrés en faveur d'une seule nation parce qu'il y a 31% de joueurs coréens. S'il y a un autre domaine que les Coréens dominent totalement aujourd'hui dans l'industrie du divertissement, c'est celui du jeu vidéo. Pour les gens qui connaissent Faker, ils sauront. Ma question est donc, durant ton voyage en Corée et plus largement tes recherches sur ce pays, est-ce que tu as pu constater des choses sur l'influence du gaming dans la culture coréenne ? Alors oui, en fait vous savez, on peut pas tout mettre dans une émission d'une heure et demie, mais on a été notamment dans un cybercafé. Un cybercafé chez nous, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Oui. Okay. On a été dans un cybercafé là-bas, c'était hallucinant. Je suis d'ailleurs un peu triste qu'on n'ait pas pu le mettre, mais oui, il y a une importance du gaming de dingue. En plus, on a été dans un où il y avait des teams là-bas qui avaient déjà gagné, notamment je crois sur League of Legends, plusieurs titres, je crois sur CSGO aussi, et on a discuté avec pas mal de jeunes coréens et c'était intéressant. J'aurais aimé le mettre parce que justement beaucoup nous ont dit aussi, pas forcément des gamers pro pour le coup, mais qui voulaient ça, mais que c'était un des gros moyens de déstresser aussi. Et j'ai l'impression que un peu du même manière qu'avec les idols, il y a beaucoup de jeunes coréens qui vont aussi s'investir énormément dans leur carrière jeux vidéoludique pour essayer de devenir joueur e-sport, mais de la même manière en fait qu'ils prennent des cours de danse, quoi. Mais à fond, mais en fait c'est des ultra performeurs. Il faut comprendre ça. Ils se fixent un objectif, ils feront tout pour l'atteindre. C'est pas étonnant en fait que la Corée surperforme dans tout un tas de domaines. Vous parliez de la tech, là on parle de la culture, mais le jeu vidéo, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et c'est les premiers à avoir eu des grosses équipes e-sport. Il y avait plein de joueurs professionnels d'e-sport qui allaient en Corée parce que c'était que là-bas qu'on pouvait gagner de l'argent. J'ai mentionné le pseudo de Faker, qui est le meilleur joueur de League of Legends au monde et l'un des mecs les plus iconiques en fait du jeu vidéo toute histoire confondue. Et en fait, ce mec-là est aussi connu que Ronaldo là-bas, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est une superstar le mec. Et je sens que tu t'emportes sur le du coup, j'allais 9h35. J'allais partir sur la dernière. Non, mais justement, j'avais juste une question avant. On déstresse au cybercafé comme au karaoké. Je voulais juste revenir sur. On est bien d'accord. Les parents ils mettent des milliers pour former les enfants qui vont dans les camps, les apprentis, les adolescents et les jeunes adultes, mais on parle quand même d'une catégorie sociale plutôt élevée, non ? Ça concerne tous ces jeunes, ils viennent du même milieu à peu près ? Ou bien est-ce que les jeunes idoles, est-ce qu'il y a de la méritocratie vraiment en Corée du Sud comme il y a des milieux sociaux très très différents. Okay. Il y a des parents qui s'endettent pour pouvoir payer le rêve de leurs enfants. Okay. Mais ça, je pense que ça existe dans beaucoup d'endroits. Très bien. Excuse-moi, Tazio, tu peux y aller. Non, t'arrêtes, pas de soucis, t'inquiète. Dernier contenu qui va nous faire sortir un petit peu du scope coréen. J'ai envie qu'on parle un petit peu du système un peu internet français, médiatique, etc. avec toi, parce que tu viens de la télévision et je pense que ça peut être aussi intéressant d'en discuter. C'est une interview du youtubeur Squeezie, qui est le youtubeur numéro 1 au monde, qu'il a donné sur Télérama et j'ai demandé à Guérin de lire ce petit extrait. On est vraiment en train de remplacer la télé qui est beaucoup trop frileuse. Elle a été incapable de se réinventer. On en est à la 1000e saison de Koh-Lanta. Il y a un vrai souci de vision. Alors, toi qui du coup connais bien le milieu de la télévision, j'aimerais savoir ce que tu penses en fait de ces déclarations de Squeezie quant en fait au monde de la télévision et à sa manière de se réinventer aujourd'hui. Je pense moi que les contenus évoluent, que la façon dont on les diffuse évolue aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que oui, c'est important que la télé se réinvente, qu'il y ait des nouveaux programmes, qu'il y ait des nouvelles façons d'aller chercher du public. Je pense aussi qu'il y a une porosité, si vous voulez. De plus en plus, les programmes télé font aussi pas mal de promos sur les réseaux. Je pense que pas mal de personnes qui travaillent depuis longtemps sur YouTube ou autres vont aussi probablement proposer des déclinaisons soit à la télé, soit sur des plateformes. Moi, ce à quoi je crois, c'est des bons contenus, là où ils sont diffusés. Ça, c'est l'avenir qui le dira. J'enterrerai pas la télé tout de suite, quand même, de la même manière que pendant longtemps, la télé a regardé d'un air un petit peu dédaigneux ce qui pouvait se passer sur les réseaux ou sur YouTube, et je trouvais ça un petit peu débile. L'avenir le dira. Je pense que tout ça coexiste et il y a plus de porosité qu'on ne le pense. Donc même sentiment quand tu vois, toi d'ailleurs Martin qui a rajeuni en quelque sorte
le reportage à la télé quand tu as commencé il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans dans le Petit Journal. Quand tu vois Hugo Décrypte aujourd'hui qui interviewe Emmanuel Macron sur YouTube, on est encore sur la porosité. Mais grave, mais je trouve ça génial. Mais Hugo, c'est un super journaliste et il fait des super contenus. Il les diffuse là. Ça pourrait tout à fait être sur la télé aussi. Moi, je pense en fait qu'il faut lire ça aussi à l'aune de quelque chose qui s'est beaucoup passé. Il y a vraiment une forme de mépris pour les créateurs de contenu sur le web. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu leur revanche, donc c'est tout à fait compréhensible. Et je pense que ça vient aussi un petit peu de là, si vous voulez. Le monde a changé. Les gens ont compris que sur les réseaux, sur YouTube, on peut avoir des contenus qui sont tout aussi bons, voire parfois meilleurs que ce qu'on peut avoir à la télé. Ça veut pas dire à l'inverse que ce qui est à la télé est pas bon ou que la télé est pas capable de produire des bons contenus non plus. Donc, ça c'est évidemment c'est mon avis. Et je pense que la télé reste un endroit qui rassemble aussi. La télé c'est un endroit, si vous voulez, où tout un tas de gens, ne serait-ce qu'en zappant, peuvent se retrouver sur un carrefour comme ça, où on se serait pas dit le soir, tiens, je vais regarder une émission sur la Corée et finalement je m'y retrouve. Ah bah demain soir alors. C'est parfait parce que si vous avez pas par encore exemple demain soir à 21h15 sur TMC, j'encourage tout le monde à allumer la télé. Si vous avez votre pelle et vous hésitez à enterrer votre télé, attendez 2 secondes, regardez le reportage, éventuellement enterrez-la, après ressortez-la pour un nouveau reportage. Voilà. Merci beaucoup Martin Vey d'avoir été avec nous. Merci à vous.